Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui ce sera un épisode plus ultra, donc sur 3 moments qui m'ont particulièrement marqué dans les mangas. Et attention par contre, ce sera pas forcément ceux qui m'ont le plus marqué, parce qu'on aurait forcément des classiques qui ont chamboulé le manga, ou les consciences, avec par exemple, je sais pas moi, la scène du Shabbat de Berserk par exemple, la transformation de Gohan en SSJ2 contre Cell, une bonne dizaine de scènes aussi de l'attaque des titans, tiens, tellement ce manga a pillé le game et les consciences, ou que sais-je. Mais là du coup j'ai plutôt envie de te partager un petit panel un petit peu plus intimiste, disons, un petit peu plus perso, c'est vraiment mes trucs qui moi m'ont marqué vraiment en plus. Donc allez, écoute, let's go, on va commencer un petit peu sur déjà la non-fin de Shaman King. Alors commençons par ce qui a été un petit peu un drame pour moi à l'époque. Donc en fait c'était la fin anticipée de ce manga là. Parce que comme tu le sais peut-être maintenant, mais du coup je suis vraiment un immense fan de cette saga, que je place envers et contre tous dans mon top 10 all time. Et oui je l'assume, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un manga que j'affectionne particulièrement. Et d'ailleurs c'est un petit peu souvent le cas aussi pour les personnes qui ont à peu près le même âge que moi. C'est-à-dire un peu plus de 33, voilà, bientôt, 34 bientôt. Et voilà, donc c'est un petit peu le cas aussi pour beaucoup de gens des années 90 comme moi qui ont commencé à lire des mangas à l'époque. Et voilà, bref. Et d'ailleurs, j'avais fait une petite fiche de lecture là-dessus, donc si jamais ça t'intéresse, si jamais tu ne connais pas Shaman King, elle date d'il y a quelques temps, mais prochainement je pense que j'en ferai aussi sur les spin-offs de la série dans les temps à venir. Bref, et du coup revenons à cette fausse fin, oui. Parce qu'il se trouve qu'à l'époque, en fait, la série était en baisse de popularité, et malgré du coup toute la renommée et le succès précédent de la série, et bien que l'auteur a oui, il se trouve que du coup l'auteur a été tout simplement contraint de conclure sa série. Donc c'est les éditeurs qui lui ont dit, écoute, tu finis ta série, bref, on te laissera pas 10 ans pour le faire. Et du coup, malgré tous ces efforts pour essayer de réajuster les lignes un petit peu, il faut s'avouer que c'était quand même bien brutal, inachevé bien sûr, et surtout, franchement, ça a laissé un manque total de satisfaction à la fin. C'est vraiment abusé, parce que du coup, tu suis toute ta série comme ça, et puis après, tout d'un coup, pouf. Surtout que là, c'est pas une série qui faisait 10 tomes, c'est une série qui, je sais plus combien fait de tomes, 32, 33, je sais plus. Bref, et du coup, moi dans mon petit cœur de fan adolescent, du coup après il y avait plus que de la tristesse de devoir partir comme ça, une de mes œuvres que j'adore en l'état comme ça, genre un petit peu en mode écoute, ça se passe comme ça, voilà, tant pis. Bon, du coup je vais quand même te parler un petit peu de cette fin, donc un petit peu de contexte quand même. Donc on était sur la phase finale du Shaman Fight. Donc le Shaman Fight, c'est le fameux tournoi qui doit décider du prochain roi des chamans. Tu as Ao Asakura qui a survolé à peu près tout le tournoi, de toute façon, grâce à sa toute puissance cumulée depuis 1500 ans, et en plus de ça avec sa maîtrise complète des éléments, et du coup il est en passe de ravir la couronne, et pour cela il doit subir une espèce de rite de passage en gros. Et du coup pendant ce temps-là tu as Yo et ses amis qui vont foncer à travers les territoires des pages, les pages donc qui sont les organisateurs du tournoi. Il y a aussi les garants des traditions, tout ça, et qui doivent servir aussi de garde du corps au roi, au futur roi, bref, t'as compris. Et donc on a une espèce de nouvel arc du sanctuaire, un petit peu pour ceux qui connaissent cette appellation, où l'on aura toute une succession de combats et de rebondissements qui sont assez rapides, les combats, il n'y a pas trop le temps de niaiser, un combat c'est peut-être 1 ou 2 chapitres grand max à chaque fois. Et tout ça du coup pour arriver enfin au sanctuaire de Karim, donc Karim qui est l'homme buffle et qui est aussi le mentor de Ororo, et qui leur propose de se reposer et reprendre des forces. Voilà. Celui c'est quand même un petit peu le gars sympa par excellence. Et il se dit ça sert à rien de se battre, en vrai reposez-vous quoi. Voilà. Et là du coup patatras, mini coupure, et on a une fin chelou avec un Ao en mode princesse, Princesse Peach même, avec sa petite couronne et sa petite robe, qui doit essayer de se faire sauver du coup par l'équipe des gentils, grosso modo, c'est un peu ça. Et après du coup ça continue sur une ellipse de plusieurs années, où on va retrouver Anna,
qui est le fils de Yo et Anna du coup, qui va essayer de réunir les anciens combattants légendaires en compagnie de Ryu. Oui, bon, bah, bref, voilà, on passe vraiment du tout au tout. C'est vraiment assez brutal, hein, je te l'avais dit. Mais du coup, maintenant, heureusement quand même, on a eu la vraie fin en France, même si elle avait été publiée à l'époque sur Internet. Et on a aussi, du coup, on a eu l'explication en fait de pourquoi il a transformé Ao en princesse Peach un petit peu à la fin aussi. Hein. Mais du coup, ça, je te laisserai découvrir vraiment par toi-même. Ouais, ça a été quand même bien fait. Enfin, disons qu'il a quand même bien raccordé tout ça. Donc, je sais pas si à l'époque, il avait vraiment fait exprès de le faire comme ça. Mais là, il a bien raccordé tous les violons, tout ça. C'est plutôt pas mal. La vraie fin est cool. Voilà. Enfin, après, ouais, bon, il y a tout un débat sur réussir sa fin, pas réussir sa fin. Mais moi, je la trouve bien. Voilà. Et après, bien sûr, l'histoire continue. Donc, dans les spin-offs. Et ça, bon, je t'en parlerai peut-être un autre jour. Soit je t'en parlerai, soit je te ferai une petite fiche de lecture là-dessus. Soit les deux, hein. D'ailleurs, je m'autorise tout. Hein. Maintenant, je vais te parler un petit peu, du coup, le deuxième moment que j'avais envie de te parler. Ça va être la finale de Slam Dunk. Donc Slam Dunk, il faut savoir quand même que c'est un manga que j'ai lu juste l'année dernière, voilà. Malgré qu'il soit très très vieux, hein, qu'il a à peu près mon âge, hein, il me semble aussi. Hein. Et que ce soit un banger absolu dans le monde du manga de sport et du manga tout court. Bref, alors oui, du coup, je te dis la finale, mais du coup, c'est pas tant une finale en soi, hein, même si elle est clairement présentée tout comme. Hein. D'ailleurs, je me demande vraiment un petit peu pourquoi l'auteur a décidé de faire ce choix-là et ne pas, par exemple, avoir laissé les deux équipes préférées, on va dire, en finale, bah, tout simplement. Hein. Alors, du coup, je me demande, genre, est-ce que c'était soit trop long pour faire tout le reste? Bon, dans ce cas-là, une ellipse aurait suffi, hein, tout simplement. Genre, il aurait balancé tous les résultats et puis, bon, bah, pouf, ça se retrouve en finale. Est-ce que c'était un choix narratif? Bah, peut-être, ouais, je me dis que c'est peut-être ça, hein, en fait, hein, histoire de laisser encore le chemin qui reste encore à parcourir pour nos braves athlètes. Ou alors, est-ce que c'était juste par envie de clore la série et passer à autre chose? Ce qui est aussi possible, hein. Peut-être qu'au début, c'était dit, tiens, je vais faire tous les matchs, mais là, du coup, vu qu'ils ont qu'à gagner, bon, bah, il y a peut-être plus grand-chose à raconter, je sais pas. Voilà, j'en sais rien. Ouais, du coup, ce match entre Shohoku et l'équipe de Sano, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais déjà te faire un petit contexte cette fois-ci, quand même. Donc, Shohoku, c'est l'équipe que l'on suit depuis le début, avec Sakuragi, qui est le héros, on va dire, hein. Et en face, du coup, on a les grands favoris de la compétition, à savoir le lycée technique de Sano. Et dans ce match qui dure plusieurs tomes, hein, un petit peu à l'instar d'un match d'Olive et Tom, on a une multitude de rebondissements qui vont amener chaque personnage déjà non seulement à se surpasser, mais aussi à arriver un petit peu au point ultime de son évolution basketesque, on va dire. Hein. Et même son évolution humaine, limite. Bon, peut-être pas évolution humaine, mais en tout cas évolution pic des émotions, en tout cas, on va dire comme ça. Oui, parce que déjà dans ce match, un petit peu, je te fais un mini récap vite fait de tout ce qu'il y a, parce que il se passe tellement de choses, c'est abusé. Moi, ce que je retiens un petit peu aussi, c'est déjà, tu as Rukawa qui est la superstar, hein, qui décide enfin de faire des passes, et notamment au moment le plus important, hein, et pense donc au collectif maintenant, avant sa petite personne. Est-ce que c'est maintenant? Non, c'était peut-être juste sur le moment où il se dit, bon, bref, faut peut-être faire des passes de temps en temps. T'as Akagi, le fameux gorille, qui est ému aux larmes en voyant enfin son travail de fond porter ses fruits, et aussi d'avoir enfin réussi à souder cette équipe de bras cassés, hein, clairement, mais au talent indéniable tout de même. Ou encore t'as Sakuragi qui assume enfin et aussi totalement son amour pour le basket et qui devient véritablement un basketteur à part entière, quoi, hein. Parce que depuis le début, en fait, c'est quand même le gars, il arrive, il se dit tiens, je vais aller jouer au basket, mais j'ai juste envie de mettre des slam dunk, mais le gars ne connaît aucune règle, tout ça, quoi. Ce qui a valu énormément de points en moins lors des matchs. Et du coup, ouais, des actions de fou, tu en as plein, notamment aussi le sauvetage de Sakuragi qui vient s'exploser le dos ensuite pour pouvoir garder le ballon de leur côté. Tu as Akagi qui se surpasse malgré sa blessure. Donc la fameuse passe D finale qui permet de remporter la victoire. Et surtout ce tapage de main entre les deux rivaux. Hein. Et puis sans compter le panier avec un grand P, hein, de notre super-héros proclamé qui assume du coup pour le coup
tout ce qu'il a pu dire avant. Hein. En vrai, ça se concrétise aussi enfin. En fait, ouais, je pourrais carrément juste détailler tout le match, hein, tout simplement, parce que tout est absolument fou et avec le temps d'excitation, c'est incroyable. Franchement, je sais plus combien de tomes il fait ce match, mais tu lis ça à une vitesse incroyable. Et en plus, il faut dire que vraiment, à l'époque, les dessins étaient déjà vraiment ouf, hein, parce que le manga, il date en vrai. Hein, enfin, franchement, la fin du manga, je ne sais pas, mais elle a au moins 25 ans, la fin du manga, je ne sais plus. Mais du coup, c'est vraiment beau, hein, c'est incroyable comment cet auteur a du talent, c'est fou. Hein. Et du coup, ouais, toutes les actions, elles s'enchaînent comme jamais. Comme je te dis, ouais, du coup, toutes les pages se tournent aussi vite que les paniers se marquent. C'est incroyable, hein, les gens sont... Enfin, tout est tellement fluide, c'est abusé. Alors par contre, oui, petit détail, hein, mais bon, pour le budget, par contre, c'est vraiment mauvais, hein, parce que du coup, tu achètes tous les mangas et d'un coup, hein, et puis t'as envie de savoir la suite. C'est ça aussi le truc. Et parce que oui, forcément, tu vas les dévorer en deux, et du coup, tu vas devoir acheter tout ça très, très vite parce que tu as envie de savoir comment ça va se passer, tout simplement. Mais par contre, oui, j'irais bien quand même, mais ou sinon, tu peux aller voir le film qui était sorti sur Slam Dunk, qui s'appelle le First Slam Dunk d'ailleurs, et qui a pris... Enfin, moi, je ne l'ai pas encore vu, mais j'espère le voir bientôt, mais dont tout ce qu'on m'a dit, du coup, c'est quand même un sacré film incroyable. Oui, pardon. Et du coup, surtout, quoi, ce match, comme je disais, c'est pas la fameuse finale, comme je l'ai dit, mais après, du coup, on a un retour assez brutal aussi encore à la réalité. Déjà avec notre Sakuragi national, hein, qui va être à l'hosto. T'as tous les joueurs qui finissent complètement sur les rotules et qui vont se faire exploser par leur prochain adversaire. Ce qui est un peu triste, bien sûr. Mais au final, chacun avait vraiment fini par trouver ce qu'il était venu chercher. Chacun a fini un petit peu son évolution, un petit peu dans le cheminement de tout ça. Et en vrai, du coup, je réponds un petit peu donc, à ma propre interrogation du début. Mais au final, je vois pas vraiment trop ce qu'il aurait pu raconter de plus, sauf partir sur de l'évolution un petit peu continue des personnages. Mais ça, en vrai, pour moi, en vrai, la légende, elle est posée. Il y avait plus qu'à montrer gentiment le chemin vers la sortie, hein, avec cette fin ouverte, un peu poétique, avec ce Sakuragi qui va être en convalescence, quoi, qui essaye de retrouver un petit peu ses marques. Et Hirokawa, du coup, qui va partir. Et après, tu as un petit speech aussi sur tous les autres acteurs de ce match incroyable et de cette série qu'il faut lire, hein, tout simplement. Je te l'avais déjà dit il y a 2-3 podcasts, hein, je sais plus quand c'était, quand j'avais fait un petit peu un retour sur mon année, mais du coup, c'est un manga qu'il faut vraiment lire. Hein. Et un film à aller voir aussi, bien sûr. Voilà. Donc cette fois-ci, on va passer gentiment à la dernière partie, qui est la découverte de Grid Island de Hunter x Hunter. Alors pour finir, je vais te parler donc de mon arc sans doute préféré de Hunter x Hunter. Oui, des fois tu peux dire Hunter x Hunter, des fois je le dis moi-même, des fois je dis Hunter x Hunter, ça dépend, mais bon, fais pas gaffe à ça. Hein. Donc cet arc Grid Island, c'est en quelque sorte une isekai dans le monde de Hunter, parce que du coup les héros vont être absorbés par leur console de jeux vidéo et se retrouver dans le fameux jeu, le fameux jeu qui est un peu blacklisté, qui s'appelle Grid Island. Même plus que blacklisté, je sais plus s'il est blacklisté ou il est légendaire et blacklisté, je sais plus, mais c'est un jeu vraiment en dehors des normes, parce que du coup donc les héros vont être absorbés pour atterrir dans le monde de Grid Island. Et comme dans tout jeu, j'ai kiffé retrouver un petit peu tous les classiques du genre, que ce soit déjà les PNJ, donc les personnages non joueurs, t'as les formats des quêtes, t'as les boss, t'as les mini-boss aussi, tu as les vilains, et bien sûr le fameux système de cartes à collectionner qui me rappelle un petit peu Yu-Gi-Oh, tout ça. Et moi j'ai un certain aussi passif avec les cartes à collectionner comme Magic, tout ça. Et franchement j'ai vraiment bien kiffé juste le fait d'avoir implémenté ça, par exemple. Et du coup, comment mentionner Green Island sans parler de certains personnages iconiques de Hunter x Hunter, comme Boomer, qui va être le grand méchant, on va dire, ou encore Laser, l'ancien compagnon de Jin, le Jin donc, qui est le père de Gon, et qui est aussi un sacré joueur de ballon prisonnier par la même occasion, et qui va nous le prouver dans cet arc. Et du coup, ces deux personnages vont donner lieu à des moments qui sont complètement incroyablement épiques,
Donc je viens de te parler du ballon prisonnier, mais oui, déjà cette partie-là, ce qui doit être certainement la partie de ballon prisonnier la plus incroyable du manga en général. Hein. Même s'il y a d'autres mangas qui peut-être en parlent, j'en sais rien, parce qu'il y en a tellement des mangas, mais je doute fortement qu'il y en a une aussi épique que celle-ci. Hein. Parce que déjà, je me souviens, si je te parle de ce match, parce que j'ai pas relu avant de faire ce podcast, mais je me souviens très bien, par exemple, du sacrifice des joueurs qui vont tenter de réceptionner les smash surpuissants de laser. Je me souviens aussi très bien de Killua qui va sacrifier ses mains afin que Gon puisse envoyer des patates maximales dans le ballon. Tout ça cumulé un petit peu aux réflexions des autres personnages qui vont amplifier un peu tout ce sacrifice et son génie du jeune Zoldyck. Parce que du coup, en fait, il va... Comment dire ? En fait, il va diminuer lui-même ses propres défenses, en fait, pour que quand Gon tape dans le ballon, il y ait le moins de... Comment on peut appeler ça ? De frottement d'air et ouais, en fait, pour que le ballon puisse vraiment aller à sa puissance maximale pour pouvoir essayer de gagner cette partie. Et du coup, il va complètement sacrifier ses mains pour ça. Et ouais, je me souviens aussi de Hisoka qui arrive, qui vont tenter des techniques improbables, et que même lui, il va utiliser ses pouvoirs qui sont aussi qui sont géniaux, en fait, les pouvoirs d'Hisoka, mais ça, je vais t'en parler un tout petit peu après. Je reviens quand même du coup sur Boomer aussi, parce que du coup de l'autre côté tu as le combat final des deux gros tarés de ce manga, enfin de cette partie en tout cas, qui sont Gon et Boomer, qui vont tout faire pour gagner cette partie qui reste un jeu vidéo de base. Enfin tout le monde pense que c'est un jeu vidéo, mais en vrai ça va être la vraie réalité. Et du coup Gon qui va se faire exploser les mains, par exemple, uniquement pour donner un pauvre coup de pied à Boomer, par exemple, histoire de montrer un petit peu le niveau de taré du gars, ou encore même juste le perso de Boomer, parce que je trouve que c'est un méchant assez sous-estimé, qui aurait pu figurer dans mon top des personnages les méchants les plus sous-estimés en tout cas, qui est loin du charisme des autres antagonismes du manga, par exemple comme Hisoka bien sûr, comme Kuroro ou comme Neferupito, mais qui représente parfaitement tous les dessous, je trouve, du monde du jeu vidéo. Ce qui va accumuler la cupidité, il va accumuler l'obsession pour le gacha, parce que, oui, je rappelle, mais du coup, ils sont dans un jeu vidéo de base, techniquement. Enfin, les joueurs pensent qu'ils sont dans un jeu vidéo. Il va arriver, il va briser toutes les règles. Enfin, il est vraiment l'opposé de Gon, vraiment, à cette aventure, à ce moment de l'aventure. Puisque lui, Gon, il a juste envie de s'amuser et de profiter du jeu à fond, tout simplement. Alors que eux, ils sont en mode réflexion, tactique, stratégie, tout ça. Et du coup, même après réflexion, d'ailleurs, c'est dans ce combat vraiment où Gon va laisser le plus de plumes dans l'aventure, parce que du coup, il va perdre ses bras, il va perdre un bras de mémoire. Oui, il va s'exploser le bras, du coup. Enfin, il va se faire exploser le bras plutôt. Il va se prendre des nions plein la tête. Il me semble vraiment que c'est le combat où il se fait le plus défoncer. C'est vraiment pour te dire, ouais, comme je disais, Boomer, c'est loin d'être un rigolo. Voilà. Et du coup aussi ce que je kiffe dans cet arc de Grid Island, c'est toute l'intrigue de fond et la stratégie qui va être mise en place par nos héros afin de compléter le jeu. Mais là, le point le plus important, c'est de s'amuser aussi le plus possible, tout en passant par une sacrée case entraînement bien sûr. Parce que oui, dans tout jeu, on a le fameux gain de niveau et la phase d'XP comme on dit. Et nos héros vont s'y coller avec Biscuit, du coup, qui va être la mystérieuse demoiselle qui va les prendre sous son aile, et qui d'ailleurs connaît leur ancien mentor de la tour de combat. Et j'aime vraiment beaucoup toute cette phase, précisément, quand on voit bien déjà que ça les amuse de participer à ce jeu, contrairement à tous les autres joueurs, les autres joueurs qui auraient mis en place, comme je disais, plein de stratégies un peu de pute, on va pas le dire autrement, parce que du coup, t'as, par exemple... tu vois très bien, par exemple, les planqués au début qui veulent tuer les nouveaux joueurs les nouveaux joueurs à l'entrée. Donc on appelle ça un peu les chasseurs de noobs. Tu trouves ça un petit peu de partout, dans Fortnite, tout ça. T'as ce genre de truc. T'as les planqués qui veulent tuer les gens à distance, tout ça. Les gens qui vont essayer de te prendre par derrière, tout ça. Bon, bref. Et c'est des choses qui sont bien qui sont bien représentées dans cet arc aussi. Oui, voilà. C'est ce que je peux dire de plus là-dessus. Et oui, du coup, contrairement à ça, en fait, Gon et Killua, ils vont prendre complètement l'inverse. Ils vont essayer de s'amuser le plus possible, ils vont essayer de s'entraîner, ils vont essayer de
de parler avec les PNJ, d'essayer de remplir les quêtes comme il faut. Ils vont essayer de voir comment les remplir, puisque du coup, tu as certaines modalités d'accession pour avoir certaines cartes ou arriver à certains événements, tout ça. Et franchement, oui, c'est un vrai jeu vidéo, voilà, tout simplement. Et moi, déjà, j'aime bien les jeux vidéo de ce genre, les RPG, tout simplement. Et moi, ça m'a fait kiffer de voir les héros d'un de mes mangas favoris aller dans un jeu vidéo comme ça. C'était vraiment... c'est vraiment sympa. Bref, donc je reviens un petit peu aussi. Oui, donc je t'avais parlé d'Hisoka tout à l'heure, et bien sûr, on le retrouve... je l'ai annoncé tout à l'heure, hein, bref. Et du coup, on va retrouver ce fameux personnage, Hisoka le GOAT, hein, bien sûr, qui va leur refiler un sacré coup de main, donc, notamment lors de la partie de ballon prisonnier, et toujours en conservant beaucoup de mystères sur ses véritables implications. Parce que ouais, pour moi, c'est vraiment le personnage de Hunter x Hunter par excellence. Déjà avec ses capacités qui sont simples, hein, en premier lieu, il peut faire du chewing-gum, grosso modo, avec son aura, mais qui est terriblement efficace. Et ça uniquement grâce à son intellect et sa vista pour les utiliser. Et en plus d'être non seulement sacrément charismatique, un peu dingo, et aussi un petit peu avec un délire un peu chelou vers les enfants, on va pas se mentir, mais ouais. Bon, ce côté-là, il est un peu plus chelou, mais bon. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, sans rapport, mais je kifferais tellement d'ailleurs avoir le one-shot sur son enfance, qui a été réalisé par je ne sais plus quel mangaka. Mais qui est malheureusement introuvable. Hein. Bon, peut-être qu'un jour, avec un peu de chance, je tomberai dessus, j'en sais rien. Bref, revenons à Grid Island, hein, quand même. Et du coup, après la partie amusement découverte, donc la phase d'entraînement et celle des mini-quêtes, tu as aussi toute une partie un peu thriller, donc à la recherche du fameux boomer qui assassine les joueurs, et qui se trouvait être une véritable menace aussi pour la continuité du jeu. Et d'ailleurs, cette phase, elle me fait vraiment penser à la 4e partie de Jojo Bizarre Adventure, à savoir Diamond is Unbreakable. J'espère vraiment que c'est la 4e, je crois pas que ce soit la 5e. Hein. Non, je suis quasiment sûr que c'est la 4e. Et du coup, qui mélange un petit peu donc cette ambiance un petit peu guillerette au début, qui se transforme petit à petit pour devenir une véritable chasse à l'homme au sein de leur territoire. Donc c'est vraiment un truc qui ressemble. Évidemment, bien sûr, tu as les deux pouvoirs des méchants, qui vont se ressembler avec ces capacités de pouvoir faire des explosions. Et bref, donc pour moi, j'y retrouve des petites choses. Je sais que les deux auteurs s'apprécient aussi, et il ne serait pas totalement impossible qu'il y ait une petite inspiration lointaine sur le sujet. D'ailleurs, oui, bref, je te fais une mini parenthèse, mais du coup, Jojo, hein, c'est quand même la vie. C'est un peu comme Slam Dunk, il faut vraiment lire cette œuvre à tout prix si jamais tu ne l'as jamais fait. Franchement, il y a un moment où tu as lu avant... Enfin, t'as un moment avant Jojo et t'as un moment après Jojo. Hein, c'est obligatoire. C'est incroyable comme manga. Et du coup, pour finir sur Grid Island, c'est aussi la dernière fois où Gon va tenter de se rapprocher tant bien que mal de son père, et qui lui, de son côté, va éviter à tout prix pour que ça arrive. Car oui, on a un petit peu tendance à l'oublier quand même, mais Gon, en fait, il est devenu Hunter. Il a appris le nen, il s'est entraîné, tout ça, il a fait tout plein d'aventures, et tout ça uniquement dans le but de retrouver son padré. Hein. Et j'avoue que le petit dénouement final, où normalement il aurait dû pouvoir y arriver, avait une astuce qu'ils ont trouvé, ou plutôt une faille du système, ou un glitch, hein, pour ceux qui connaissent, qui m'a quand même bien fait rire. Hein. Mais après tout, ce qui est quand même cool, c'est que mine de rien, il sera quand même dirigé vers son père, mais pas le vrai, mais celui de substitution, à savoir Kaito. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Et bien, voilà, du coup, sur ce petit mot poétique de la fin, un petit peu, cette petite phase poétique, je vais te laisser là. Je pense qu'on est plutôt pas mal pour aujourd'hui. Je sais pas trop combien de temps ça fait que j'enregistre, mais bon, bref. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ces 3 moments qui m'ont particulièrement marqué, mais qui, je rappelle, ne sont pas les moments qui m'ont le plus marqué. Hein. D'ailleurs, oui, si jamais tu n'hésites pas à laisser un petit 5 étoiles sur le podcast, si jamais ça t'a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça récompense un petit peu tous les petits efforts aussi que j'ai fait pour le faire. Mais aussi de me donner ton ressenti sur l'article qui sera dédié sur mon Instagram. Mon Instagram qui est matchamanga avec un petit tiret du 8 au milieu et à la fin. Et de toute façon, ouais, tu as le lien en description. Mais aussi, tu retrouveras donc mon petit logo avec la calebasse. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter tout simplement une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, voilà, à la prochaine. Salut, salut!